Salut tout le monde, je m'appelle Claudia Lalancette et merci d'être avec nous encore une fois cette semaine à Cafouiller en tête-à-tête. Au moment où on se parle, on a déjà avancé l'heure, donc le printemps s'en vient, il ne faut pas lâcher. La neige va disparaître bientôt, là, on croise les doigts le plus rapidement possible, je l'espère. Et évidemment, comme à chaque semaine, je vous rappelle que nous sommes présents sur les réseaux sociaux, donc Facebook et Twitter, si jamais vous avez des commentaires à nous faire. Bonne émission tout le monde! Après Wilfred Leboutillier, Jean-François Brault, encore une fois, le Nouveau-Brunswick nous montre à quel point il y a des beaux et grands talents dans leur coin de pays. Et encore une fois, ce soir, il nous le prouve grâce à l'auteur-compositeur-interprète Maxime McGrath qui est avec nous ce soir. Salut Maxime! Bonjour! Ça va bien? Ça va très bien et toi? Oui, merci d'être avec nous ce soir. Ça me fait plaisir. Et un autre talent du Nouveau-Brunswick. Jean-Marc Couture, Wilfred, ça arrête plus, là, vraiment. Jason Guérette. Oui, il y a de quoi dans l'eau qu'ils disent. Il y a de quoi dans l'eau? Oui, c'est ça que... Des crevettes, tout le kit. Des homards, non, c'est des homards là-bas, hein? Si on le voit comme ça, oui, c'est vrai qu'il y a bien des affaires dans l'eau, ouais. Mais merci vraiment. Puis c'est vrai qu'on est content d'avoir du talent de chez vous, vraiment. Et tu es un vrai gars depuis très longtemps. Ouais, pas capable de dire non à des défis, toi, hein? Non, j'aime bien ça, les défis. Ton grand-père t'en a lancé un, d'ailleurs, à l'âge de 11 ans. Oui, ben dans le fond, c'est ça. Moi, j'étais un gars qui était assez gêné étant plus jeune. Je suis pas gêné, je suis plutôt... Réservé. Ouais, réservé, ou même pas. Je suis plutôt lui qui va être background. OK. Sur scène, je suis le front tout le temps, donc j'aime ça quand je suis pas là, d'être d'un peu moins en avant des autres. Puis c'est ça, mon grand-père m'avait lancé le défi à l'âge de 11 ans. Il y a un festival de musique baroque qui est international, qui a lieu à tous les ans à Lamec, qui est pas très loin de Tracadie, dans la péninsule. Puis il me lance le défi d'aller passer des auditions pour la chorale des jeunes, le temps d'une chanson. Puis lui, il me dit si que j'allais passer des auditions, qu'il irait lui aussi passer pour la chorale principale. Puis finalement, je suis allé. Ma première expérience sur scène était avec mon grand-père, qui était quand même assez spécial. Oui, c'est sûr. Donc lui, tu avais déjà entendu chanter ou faire de la musique avant ça? Oui, ben je chante depuis toujours. Je me promenais autour de la maison, je chantais du Soldat Louis, du rhum, mais c'était du rhum des femmes, mais c'était du yum des femmes dans le fond, parce que j'étais encore très jeune. Oui, non, c'est ça. J'avais pas la même... J'avais pas le même sentiment pour le rhum qu'aujourd'hui. Non? OK, aujourd'hui, parle-nous d'un peu de ton sentiment par rapport au rhum. Non, je regarde. On est dans une émission jeunesse, on va se garder une petite gêne. Oui, c'est ça. Mais quand même, la musique fait partie, c'est une histoire de famille plutôt, parce que bon, ton grand-père qui t'a dit « Ah, je vais faire le concours avec toi », dis-le-moi si je me trompe, mais ta grand-mère aussi a produit un album à l'âge de 70 ans. Exact. Quand même, raconte-moi ça un peu, cette ça, ça a été son rêve depuis toujours. Elle a toujours rêvé de lancer un album. Puis mon oncle a un studio maison qui est quand même bien équipé. Puis finalement, la famille s'est toute mis ensemble un peu pour travailler sur financièrement, puis un petit peu de tous les côtés pour justement réaliser son rêve. Puis à l'âge de 70 ans, elle a lancé son premier album. Ça a été un très beau moment à vivre de voir ma grand-mère. Les yeux brillaient pas mal, là, ouais. Mais toi, justement, tu étais encore jeune à l'époque de la voir produire un album. J'imagine que ça te donne déjà des idées pour le tien un peu plus tard dans ta carrière. Bien, c'est sûr que le moment de son lancement, je me souviens comme si OK, il y a eu un lancement, grosse affaire, wow! Je pense qu'il y avait 300 quelques personnes en plus à son lancement. C'était quand même assez spécial. Mais de voir ça, il y a un de mes oncles, mon parrain finalement, c'est lui qui a produit mon album, justement, puis... lui a un motorisé, puis il l'avait apporté avec le motorisé. C'était quand même... Il y avait sa photo sur la roulotte? Non, on n'est pas allé jusqu'à là, mais ça faisait vraiment un glamour, là. J'ai vraiment trippé, surtout pour ma grand-mère. Je trouvais que c'était vraiment le fun. Wow! Donc, carrément, la musique, une histoire de famille. Et tu es carrément un passionné de musique. Tu as même appris à en faire par tes propres moyens. Tu es un autodidacte quand même. Oui, ben dans le fond, c'est un de mes oncles encore. T'as combien d'oncles ou donc? Une grande famille. Puis lui, ben, c'est ça, à un moment donné, c'est un des amis à mes parents qui avait apporté une vieille guitare à la maison. Puis je m'amusais toujours à gratter dessus pour le fun. Mais regarde, je jouais du Metallica, c'était pour justement... pour apprendre. Ouais. Puis, dans ces années-là, j'étais plus tripeux métal, puis cette région-là. Puis, à un moment donné, il y a eu Wilfred qui a passé à Star Academy, puis Jean-François qui a commencé à être
pas mal fort dans sa carrière. Puis je me suis mis à apprendre leurs chansons. Puis c'est mon oncle qui venait à la maison me montrer les accords. Puis de là, j'ai développé mon oreille, puis j'ai appris à jouer de la guitare. Mais là, tu dis, par exemple, que tu t'amusais à jouer du Metallica, plus du rock. Quand est arrivé ces inspirations-là, plus à la guitare, je pense à du Francis Cabrel, par exemple, c'est quand que c'est arrivé, ça? Ça a toujours été là. Ouais. Chez nous, chez mes parents, il y avait toujours de la musique qui jouait. Une journée, ça pouvait passer à du Francis Cabrel, puis le lendemain, du Green Day. Là. Okay, il y avait vraiment... c'était n'importe quoi. Puis je suis grandi là-dedans, donc la musique, pour moi, c'est ce qu'on entend. C'est sûr qu'il y a certaines musiques que je suis moins fan, mais en grande majorité, j'aime pas mal toutes les sortes de musique. Oui. Et sur ton album, dont on va parler un petit peu plus tard, qui est à l'envers d'ailleurs, tu as écrit une chanson. Quand est arrivé ce goût d'écrire, là? Ça, je me suis acheté ma première guitare à l'âge de 14 ans, je pense, si je me trompe pas. Puis le soir même, je suis arrivé à la maison. J'ai écrit ma première chanson avec ma guitare. Puis je pense qu'il y a eu comme un... J'ai tripé faire ça, mais en même temps, ça m'a pris du temps à la montrer au public, la chanson. Puis quand je parle public, je parle à ma mère, mon père, ma soeur. Et à tous tes oncles. C'est ça. Puis ça, je trouve ça encore plus difficile de montrer ça à eux qu'une salle pleine. Donc. Parce que c'est plus personnel. Oui. Puis eux, ils me connaissent. Je montre pas beaucoup mes émotions. Okay. Je les garde vraiment en dedans. Puis, dans le fond, c'est ça. La musique, à écrire des chansons, c'est un peu comme ça que je passais mes émotions. À un moment donné, il faut que ça sorte en quelque part. Mais de là, aller les jouer après, ça a été... c'est autre chose. Oui. C'était pratiquement comme si je me mettais à nu complètement. Puis... c'était assez spécial. Mais ça fait du bien, ça, quand même. Oui, après l'avoir fait une couple de fois, là, parce que moi, tout nu, je suis pas trop à l'aise. Parce que tu chantes tout nu, t'écris tout nu, non? J'essaie de garder mon linge le plus possible. Il essaie, il a dit. Non, mais bon, je te ramène à l'âge de 11 ans. Ton grand-père te lance le défi d'aller faire des auditions pour la chorale. Et plus tard, tu as fait quand même beaucoup de concours, toi, dans ta carrière. Est-ce que tu trouvais que c'était important, justement, de te lancer des défis comme ça et d'aller faire des concours un petit peu partout pour te donner une espèce de sécurité sur scène? Ben oui, parce que je pense qu'ils ont grandi là-dedans. Tu sais, dans des concours, ben, tu as des ateliers avec des ateliers d'écriture, des ateliers de mise en scène. Puis juste le simple fait d'être sur scène aussi pour le laps de temps que ça va durer, c'est de l'expérience que tu prends. Puis des concours, c'est quand même assez différent que de faire un spectacle. T'as la pression que, pas nécessairement que tu veux gagner, mais tu veux pas te planter. Non, c'est ça. Puis en spectacle, je me souviens quand j'ai commencé à faire mes premiers vrais spectacles, c'est le fun parce que tu casses la glace avec la première, la deuxième, tu commences à te mettre à l'aise, puis après ça, c'est parti. Mais dans un concours, t'en as une, des fois deux, that's it. Ouais, c'est ça. Fait que c'est dur là, d'arriver puis de vraiment d'y mettre la gomme. Puis mais ça prend ces étapes-là pour justement être capable de faire un plein spectacle puis d'avoir l'assurance. Puis mais ça doit forger un caractère aussi parce qu'on ne gagne pas toujours. Puis justement, dans ce métier-là, ça peut être difficile parfois. Oui. Puis justement, de ne pas gagner tout le temps, ça peut faire du bien. Ben, du bien, c'est relatif, là, mais tu sais, ça nous permet justement de se forger un caractère pour le milieu qui est difficile quand même. Exactement. Moi, avec tous les concours que j'ai faits, j'en ai gagné seulement un. OK, quand même. Puis, dans le fond, tu y vas, c'est sûr que quand tu vas dans un concours, tu y vas pour gagner parce que sinon... On est tous comme ça, on veut gagner. On ne veut pas finir deuxième. Non. T'sais. Mais moi, je suis vraiment fort de croyance sur le fait que tout ce qui est arrivé, chaque étape qui est arrivée, a forgé mon caractère que j'ai aujourd'hui. Donc, si que je m'étais arrêté au premier concours que j'ai pas gagné, tu serais pas là aujourd'hui. Je serais pas avec un album aujourd'hui. Donc, je pense que c'est comme je disais tantôt, c'est de l'expérience, c'est du vécu dans le fond. Et tu en as eu beaucoup de vécu. Et à l'adolescence, tu tasses un petit peu la musique pour une autre de tes passions qui était le hockey. Ouais. Et tu t'es rendu quand même jusqu'au Midget 3A. Écoute, moi, j'ai aucune idée c'est où par rapport Ligue nationale, Midget 3A, Bantam 2B. Ah, c'est juste en dessous de la Ligue nationale. OK, quand même. Ah, ben écoute, je t'aurais cru. Non, mais quand même, tu délaisses la musique pour aller jouer au hockey. Est-ce que tu avais des grands espoirs quand même pour
justement, tu es un petit gars, tu veux aller jouer au hockey, tu veux te rendre à la Ligue nationale? Ben, étant plus jeune, oui, c'est sûr qu'à chaque fois que je chaussais mes patins, c'était dans le but de jouer pour les Canadiens, ou n'importe quelle équipe dans le fond, mais les Canadiens préférablement. Mais après, quand tu viens à jouer compétitif, Midget 3A, ben, c'est ta dernière année en tant que, mon Dieu, je me souviens même plus du nom de la ligue. Je pourrais tellement pas t'aider. Junior majeur, je sais pas. Non, mais c'est avant le junior. OK, quand même. Puis, je savais que j'avais pas vraiment, j'allais pas jouer dans la Ligue nationale plus tard. J'avais pas nécessairement le talent, puis j'avais plus le vouloir c'est beaucoup de travail, hockey. Ben, n'importe quoi tu fais dans la vie, c'est beaucoup de travail, mais j'étais pas prêt à sacrifier autant pour le hockey que ce que je sacrifie pour la musique. Parce que, pourquoi, je sais pas vraiment. Là, la passion est plus forte. Oui, les deux passions sont vraiment fortes. C'est égal, oui? Ouais. J'adore le hockey, mais je sentais que j'avais plus de potentiel côté musical que dans le hockey. C'est ce qui a fait pencher la balance pour retourner vers la musique. Exact. Et c'est drôle parce qu'il y a Étienne Drapeau, lui aussi, il s'est rendu, je crois, Canadien de Montréal, là, le camp d'entraînement, ou je sais pas trop, puis il disait que lui traînait sa guitare dans les camps d'entraînement. Étais-tu un petit peu comme ça? Tu joues au hockey, mais tu pensais toujours à la guitare et à la musique? Dans l'autobus, c'était très, très fréquent qu'on avait la guitare, puis... mais si on perdait, ben là, par exemple, ça brassait un peu moins dans l'autobus. Casser la guitare. Ouais, mais c'était comme un petit challenge aussi. On disait, tu sais, admettons qu'on est les boys, on est dans la chambre, OK, à soir on gagne, puis on se fait un party en descendant dans l'autobus. Puis ben là, c'est le fun, ça nous donnait tout le temps un petit plus à travailler pour. Et est-ce que tu t'amuses encore à jouer au hockey? Oui, mais là, j'ai plus beaucoup le temps. C'est le temps qui me manque de jouer au hockey. Puis cette année, j'ai même pas joué une fois encore. Non. Puis, on va se faire une petite game là, après l'émission. Ah ouais. En bottine, là. Ou en talon, là, moyen. Mais non, mais bref, le hockey, c'est pas mis de côté totalement. Tu joues l'hiver et t'aimes ça quand même. Oui, je joue pour le plaisir. C'est ça. Et maintenant, tu consacres toute ton énergie dans ce bel album-là, qui est sorti il y a quelques semaines à peine. Ouais. Et je veux qu'on en parle parce que, en fait, j'aimerais qu'on revienne un peu sur le fait qu'en 2008, on t'a vu un petit peu à Star Academy. Tu n'as pas réussi à entrer dans l'académie, mais tu fais la rencontre de Simon Robitaille, qui est ton gérant aujourd'hui. Et c'est parti d'une belle collaboration de ça. Et les étapes ont commencé à tourner pour en arriver là. Bien, c'est ça. C'est de là que le tout a commencé pour l'album. J'étais à une étape où j'avais perdu la confiance en moi. Je me trouvais plus bon. Je me disais pourquoi les gens viendraient voir mes spectacles si que je trouve pas ça bon moi-même. Puis là, ben il y avait les auditions de Star Academy. Puis mes parents m'appelaient à chaque soir. Tu vas-tu aux auditions? Tu vas-tu les passer? Moi, la réponse était non. Je me voyais surtout pas danser. Je suis vraiment pas danseur. Mais pourtant, je voulais que tu nous fasses une petite démonstration de danse, là, c'est ça? Non, on reviendra à la partie de hockey à la place. OK. Non, puis je me voyais juste pas dans ça. Puis là, ben mes amis embarquaient là-dedans, puis ma famille arrêtait plus. Fait que là, j'ai fait, bon, regarde, je vais aller les passer, les auditions. Puis preuve que tout arrive pour une raison. Je suis allé passer les auditions, j'ai passé la première étape. La deuxième étape était les auditions en direct à TVA. Oui, tu as été le choix du public, d'ailleurs. Oui. Puis le lendemain matin, j'avais comme 50-60 messages sur mon Facebook. C'était merci, c'était super bon, un petit coup de cœur. Puis il y avait Simon Robitaille. J'espère que tu n'es pas choisi. Bon. Ben merci. Quand tu réponds à ça. Là. Puis là, ben, je me suis informé par Wilfred, qui est un de mes bons amis. Puis je lui demandais, tu sais, Simon Robitaille, tu connais-tu ce gars-là? Puis là, ben, ça donnait que Simon était son attaché de presse, puis il faisait sa promo avec lui. Ouais. Puis il partait justement vers la tournée promo au Nouveau-Brunswick. Puis on a arrangé une rencontre à Trequet-du-Chai, le moment qu'il est descendu, puis j'étais allé le rencontrer. Puis depuis ce temps-là, on travaille sur ce projet-là. Et juste avant qu'on commence à en parler, je veux qu'on mette ton nom sur une de tes chansons qui joue en ce moment à la radio et tu nous interprètes Tu verras, qui a été écrite par Marc Dupré. On va écouter ça tout de suite. Ouais. Tu n'y crois plus devant ton reflet dans la glace.
Tu pleures sur les années perdues et le passé prend toute ta place. Tu n'aimes plus et les amours qui s'enlacent te renvoient tes amours déçus. Tu attends que la vie se passe. Tu oublieras les coups, les blessures de l'amour. Tu renaîtras comme au premier jour. Il y a toujours quelqu'un qui t'attend quelque part pour te tendre la main, prendre un nouveau départ. Si tu ouvres les yeux, tu le rencontreras. Tu verras. Tu revivras les émotions de la conquête, l'impudeur qui sème le pas, le sentiment que tout s'arrête, tout reviendra, le vertige qui monte à la tête, le rouge aux joues, le cœur qui bat, et le goût de refaire la fête. Tu oublieras les coups, les blessures de l'amour. Tu renaîtras comme au premier jour. Il y a toujours quelqu'un qui t'attend quelque part pour te tendre la main, prendre un nouveau départ. Si tu ouvres les yeux, tu le rencontreras. Tu verras. Tu Il y a toujours quelqu'un qui t'attend quelque part pour te tendre la main, prendre un nouveau départ. Si tu ouvres les yeux, tu le rencontreras. Tu verras. Tu verras. Tu verras. Donc, c'était Tu verras. Tout à l'heure, j'ai mentionné que c'était écrit par Marc Dupré, mais il y a également Xavier Lacouture et Claude Pinault qui ont collaboré à la Exact. chanson. Vraiment très belle chanson, félicitations. Merci beaucoup. Et je veux qu'on en parle de cet album-là plutôt. Il a été sorti au Nouveau-Brunswick le 12 février et ici à Montréal le 18. Oui, ben dans le fond, c'était le lancement. Les Le lancements, lancement ouais. était le 12, mais il a quand même été sorti le 19 février, le lendemain du lancement Le à lendemain Montréal. du lancement. Qu'est-ce qui est plus stressant, faire un lancement chez nous au Nouveau-Brunswick ou ici à Montréal? Les deux, mais de deux différentes façons. Ouais. Les deux sont aussi stressantes un que l'autre. À Tracadie, qui est chez nous, c'est devant mes amis, ma famille. Je faisais une chanson, je me tournais à gauche, je voyais ma tante, je me tournais à droite, Un je oncle, voyais un une amie. mononcle. Ouais, mon oncle, ils étaient tous là. Je regardais en avant, tu sais, mes professeurs d'école, tout le monde qui m'ont suivi depuis le tout début. Puis à Montréal, ben c'était clic. Les médias, Une caméra, c'était... Fait que les deux étaient complètement opposés, mais avec le même
c'est pas le stress parce qu'il y a tellement de choses qui se passent dans la journée, puis j'ai même pas eu le temps d'être inquiet pour la perfo comme telle, puis c'est que tu veux... Tu veux bien faire ça. Exact, oui. C'est pas comme un spectacle où... dans le fond, je vends pas mon album dans le spectacle même, mais c'est un moment... surtout que là, c'était mon premier, c'est un moment que tu veux qu'il soit parfait. Ça fait longtemps aussi que tu attends ce moment-là. Tu es un perfectionniste. Avant même de rentrer en studio, tu as travaillé longtemps sur l'album, 1 an et demi, si je ne me trompe pas, à justement essayer de trouver les chansons qui allaient s'y retrouver. Donc, tu voulais que ce soit parfait et c'est normal. Oui, c'est ça, parce que moi, j'ai jamais été interprète avant. J'ai toujours été auteur-compositeur, puis avec les noms qu'on a sur l'album d'auteurs... On va les nommer. On a nommé. Étienne Rappeau, Christian-Marc Gendron, Matt Laurent, Richard Turcotte, Christian Sbroca, il y en a beaucoup, vraiment. Tu as une bonne mémoire, ça m'a pris comme un an à me rappeler de toute cette gang-là. Non, mais la majorité sont déjà venus ici dans le studio plutôt. Mais ça t'a beaucoup touché, ça, de recevoir des chansons de personnes comme ça? Énormément. Oui. Comme je te disais tantôt, là, à cette étape-là, j'étais un petit peu comme en down. J'avais vraiment comme perdu la confiance en moi, puis... d'avoir l'appui de ces gens-là. Eux, ils peuvent donner leurs chansons à pratiquement n'importe qui ou les garder pour eux autres mêmes aussi. C'est tous des chanteurs ou des paroliers établis. Puis de voir qu'ils ont quand même fait confiance à un petit nouveau qui arrivait sur le marché, moi, ça a été une confiance personnelle énorme. C'est un bon coup de pouce. Énormément. Et tout à l'heure, tu as mentionné le fait, justement, quand tu étais dans cette période un petit peu plus creuse, tu disais, si moi, je trouve pas que mon matériel est bon, les gens ne le trouveront pas bon non plus. Parce que ce qui m'a marqué plutôt en faisant ma recherche, c'est que tu disais, moi, je voulais faire un album qui, avant même de pouvoir plaire au public, qui allait me satisfaire, moi. Oui, bien exact, parce que dans le fond, c'est moi que je vends sur l'album. Donc, c'était vraiment important pour moi de participer à chaque étape. Comme les chansons, j'ai pris à peu près un an et demi à me les apprivoiser, je les ai changées, je les ai tournées de bord. J'ai gardé la même mélodie, mais chez nous, je te parle, je les ai vraiment changées à un point tel qu'on les connaissait plus. Mais c'était une petite façon à moi de vraiment connaître la chanson de tout bord, tout côté. Puis... je me souviens, à un moment donné, je l'ai montré à, je pense que c'était Personne ne sera toi. On allait la lancer à peu près dans 4-5 mois de là, à ce moment-là. Puis j'y monte Personne ne sera toi, puis il l'a entendu plusieurs fois. Puis il me fait « C'est quoi cette chanson-là? » Je dis « C'est Personne ne sera toi. » Qu'est-ce que t'as fait avec? C'est pas ça pantoute. C'est juste que c'était une façon à moi de vraiment... De te sécuriser, puis d'apprendre à les connaître. Mais... Justement, tu dis que tu voulais que cet album-là te représente. Aurais-tu aimé toutes les écrire comme tu as fait avec Le ciel a pleuré? Bien, c'est sûr qu'en tant qu'auteur-compositeur, oui. J'aurais vraiment aimé ça. Mais à ce moment-là, les chansons que moi j'avais étaient un peu moins dans la vibe que j'étais. J'avais vécu une peine d'amour, j'avais vécu un deuil d'un ami proche. Puis mes chansons n'étaient pas vraiment dans cette zone-là. Des fois, on dit qu'une peine d'amour, ça fait des belles chansons. Mais moi, ça me prend un bon temps là, avant de sortir la plume pour ces choses-là. Puis j'avais pas encore fait ça. Puis on a commencé à recevoir des chansons. Simon, qui est mon gérant, qui a travaillé super fort là, à trouver des collaborateurs. Puis les chansons commençaient à rentrer. Puis je les trouvais tellement bonnes là, que j'ai pas eu le choix de continuer sur ce chemin-là. Puis personnellement, j'ai choisi de laisser les miennes de côté pour celui-là. Mais pour un prochain, c'est sûr qu'il y aura un deuxième album, j'en suis certaine. Et il y a des différences marquées quand même sur chacune de tes chansons. Et je pense à L'instant d'après, qui, elle, est un petit peu plus acoustique. Tu voulais peut-être plus miser sur les paroles plutôt que sur des harmonies vraiment très grandioses. Est-ce que ça te fait du bien parfois de revenir à une espèce de te recentrer sur la musique en premier? Bien, moi, à la base, je suis un guitariste aussi. Hein. Puis, cette chanson-là, on l'a eue depuis... C'est la première chanson qu'on a reçue dans toutes les chansons qu'on a eues pour le projet. Puis, elle a resté. Puis, du début, elle était acoustique, complètement acoustique. C'était un démo. C'est Danny Boudreau qui a composé la musique, puis il chantait dessus. Puis... je trouvais ça tellement bon. Il y avait juste un guitare-voix.
Puis en studio, on a des gros arrangements sur toutes les autres chansons, puis c'est super bon. Moi, je suis très content de la réalisation. Mais cette chanson-là, je trouvais qu'on n'avait pas besoin justement d'en mettre trop. C'était déjà bon. Ouais. Puis, ça donne vraiment un super de bon résultat. Et là, je vois le temps qui défile à une vitesse folle. Et il y a tellement de choses à dire parce que je veux qu'on parle en fait de ton duo avec Marie-Pierre Perrault, ton éternité qui s'est retrouvée au top des palmarès, qui est encore au top des palmarès. Et ça, en fait, vous avez lancé cette chanson-là avant même de lancer l'album. Avant même les lancements plutôt. Est-ce que ça faisait une confiance justement de voir que la chanson avait une belle réceptivité? Bien, énormément. Quand on a lancé Mon Éternité, j'avais pas vraiment de... J'avais des attentes, oui, parce que je trouvais que la chanson était super bonne, puis je trouvais qu'elle avait le potentiel de faire un bon chemin. Mais jamais que j'aurais pensé qu'on allait finir numéro 1 pour cette semaine. Ça a été vraiment une très belle surprise. Ça, c'est sûr et certain. Et là, qu'est-ce qui s'en vient pour toi? Est-ce que tu fais une tournée de promotion un petit peu partout à travers le Québec avec ton album? Bien là, c'est ça. On termine la tournée promo. On s'est promené, on a fait le Nouveau-Brunswick, on a fait tout le Québec, on a fait ben de la route, je te dirais. Puis, c'est ça, on s'est promené dans les radios, dans tous les médias possibles, journal, télé. Donc... Et tu es venu faire un tour ici à Cafouilly, on l'apprécie vraiment. Et donc, une tournée de spectacle, on va aller voir sur le maximemcgrath.com. Par contre, tu as un spectacle qui s'en vient à Sainte-Thérèse, donc tout près d'ici, on va aller voir ça. Je te souhaite une magnifique expérience avec cet album-là, une belle continuité et un deuxième album. Et lorsqu'il sera sorti, tu reviens nous voir. Tu n'as pas le choix. Et on va se laisser en fait sur ton éternité. Donc, l'extrait dont on a parlé avec Marie-Pierre Perrault. Un gros merci, Maxime, d'être venu à l'émission ce soir. Merci à toi, ça me fait plaisir. Et moi, je vous dis également un gros merci de nous avoir écoutés encore une fois cette semaine. Et je prends quelques secondes pour vous mentionner que la semaine prochaine, à l'émission, ça va être Richard Petit qui va être avec nous. Et les chroniqueurs seront de retour avec nous. Là. Ils ont pris relâche cette semaine. Là. La semaine dernière, c'était trop épuisant pour eux. Mais ils vont être là de retour en force. Bye tout le monde! Même si quelquefois